Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le mardi 30 mars 2021. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue au sommaire. Ce soir, l'antiterrorisme et ses excès. Mediapart raconte des histoires d'enfants et préadolescents signalés auprès de la justice pour des actes considérés comme de l'apologie du terrorisme lors de l'hommage au professeur assassiné Samuel Paty. Reportage de Célia Mebroukine. Notre invité est l'eurodéputé de gauche Raphaël Glucksmann. Avec lui, on parlera du Rwanda et des Ouïghours, ou comment dans les deux cas, la réelle politique prend beaucoup de place sur les droits de l'homme et nos valeurs. Bonsoir Raphaël Glucksmann, bienvenue dans À l'air libre. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes écrivain et eurodéputé du mouvement Place Publique. On a plein de questions à vous poser. On va aborder deux sujets sur lesquels vous vous investissez beaucoup et pour lesquels vous avez accepté notre invitation. La répression des Ouïghours par le régime chinois et la reconnaissance de la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda dans un rapport paru récemment. Mais d'abord, on va quand même aborder une ou deux questions un peu plus françaises, encore que la pandémie hors de contrôle. Comment l'eurodéputé que vous êtes peut-il se résigner à l'idée que l'Union européenne ne peut pas grand-chose ? Et l'exemple du vaccin en est flagrant. L'Union européenne a négocié avec les labos, mais n'a pas réussi à obtenir, par exemple, que les licences soient dans le domaine public et que les vaccins puissent être massivement fabriqués partout et par tous. Alors, autant, moi je fais très attention à ne pas critiquer la politique de confinement et de déconfinement, parce que honnêtement, 90% des gens qui tapent sur le gouvernement seraient bien incapables de faire autre chose, et souvent le critiquent un jour parce qu'ils ne confinent pas assez, le lendemain parce qu'ils confinent trop. Mais par contre, sur le vaccin, il y a un fiasco monumental à l'échelle européenne, mais il ne faut pas exempter le gouvernement français de sa responsabilité, puisque s'il y a un fiasco à l'échelle européenne, c'est aussi à cause du gouvernement français. Il y a un fiasco sur les commandes, il y a un fiasco ensuite sur la logistique et sur la vaccination, et il y a un fiasco terrible, éthique, qui est l'incapacité à faire primer l'intérêt collectif, l'intérêt général, sur les intérêts particuliers des labos. Il y a le refus de l'Union européenne de soutenir une dérogation à la propriété intellectuelle et de soutenir ça à l'OMC. La position de l'Europe, elle est catastrophique. Même le président américain semble plus ouvert à la question que les dirigeants européens. Donc c'est une honte, et c'est en plus un désastre en termes de production de vaccins. La politique en France avec la présidentielle dans un an, d'ailleurs cette crise sanitaire va très probablement peser dans la campagne, on en parle déjà, et on parle aussi beaucoup d'une espèce d'arlésienne, l'union de la gauche. Hier sur France Inter, Yannick Jadot a appelé la gauche à se réunir, il a cité Mélenchon, Hidalgo, Bayrou, Faure, Taubira, Villani, Roussel, Hamon, Bateau et vous, en disant que votre responsabilité à tous c'était de dépasser vos différences. Est-ce que c'est possible ? Déjà, il a eu raison de le dire. Et nous, ça va toujours mieux en le disant, mais est-ce qu'on va y arriver ? Voilà, et ça fait 2 ans qu'on s'y essaye, ça fait 2 ans que les portes s'entrouvent, se referment, s'éclatent, se cassent, se reconstruisent et tout ça. Il y a un moment, il faut sortir de ces querelles, il y a un moment, il faut sortir de ces gamineries et arrêter de s'écharper sur Twitter et essayer de construire une alternative. Ou alors on peut dire, mais dans ce cas-là, il faut l'admettre, qu'en fait, tout ce qu'on raconte sur l'urgence climatique, l'urgence sociale, l'urgence démocratique, c'est de la merde. Et on n'y croit pas. Parce que si on y croit un tout petit peu, aux mots qu'on prononce, pas les mots qui sont balancés par d'autres, mais les mots qu'on prononce nous-mêmes, alors il y a la responsabilité ultime de présenter une alternative commune. Le rassemblement, si vous voulez, c'est la condition de possibilité de faire quelque chose. C'est pas suffisant. C'est le minimum. Parce que si on se rassemble et que c'est une collection d'étiquettes sans récit, sans souffle, sans grande cause, sans projet de transformation assez radical pour mobiliser des gens qui ne vont pas voter spontanément et qui ne sont pas militants de gauche a priori, eh bien, ça ne suffira pas. Mais si on ne se rassemble pas, de toute façon, c'est mort. Si on ne se rassemble pas, c'est ce qu'on nous propose, le duel Macron-Le Pen. De toute façon, ce sera ça. Ou peut-être on peut prier, comme vont faire beaucoup de gens de gauche, pour qu'il y ait une troisième personne de droite qui sorte du chapeau. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est foutu. Donc, moi, je sais pas. Moi, ça m'intéresse pas en fait d'être commentateur et spectateur. Il y a des gens qui vont être très confortables dans le fait d'avoir Macron bis ou même Le Pen encore mieux. Comme ça, ils sont dans une posture d'opposant permanent et diront c'est dégueulasse ce que fait le gouvernement, et ça fait des tweets qui sont super retweetés. Mais c'est pas prendre au sérieux l'impact que ça aura sur la démocratie, sur le climat et sur la société dans son ensemble. Alors, l'élection telle qu'elle est faite, c'est quand même une querelle d'ego et de personnalité et de personnification du pouvoir. Il y a 2 ans, au moment des élections européennes, vous disiez que Jadot était celui derrière laquelle la gauche devait se ranger. Est-ce que Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que si c'était lui, j'ai dit en fait. Est-ce que ça doit être lui cette fois ? En fait, franchement, on s'en fout pour tout dire au début. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est construire un projet commun
et définir les grandes causes qui vont structurer un récit. Ensuite, on élira la reine d'Angleterre dans une primaire ou dans un processus de je ne sais quoi. Mais de toute façon, ce qu'il faut d'abord, c'est se poser autour de la table. Qu'est-ce qu'on fait sur le nucléaire? Il y a encore des divisions à gauche qui existent. Qu'est-ce qu'on fait sur le nucléaire? Qu'est-ce qu'on fait sur 5e ou 6e République? Qu'est-ce qu'on fait sur la laïcité? Tout ça, c'est des vraies questions. Posons-les, discutons. Et surtout, une fois qu'on les a réglées, après, c'est mettons en scène un récit. Enfin, vraiment. Autre qu'un débat éternel sur les réunions non mixtes, par exemple. Mais grave. Et surtout, sur l'islamo-gauchisme. Arrêtons de répondre à l'agenda qui est fixé par le gouvernement. Est-ce qu'on n'a pas la gauche la plus bête du monde, du coup? Mais non, je pense surtout qu'on a la gauche la plus feignante. Si les gens, ils bossent pas, ils vont être dans la réaction permanente à des thèmes qui sont imposés par le gouvernement. La gauche, depuis que Macron est président, c'est quasiment un club de commentateurs de l'action présidentielle. Alors, c'est sûr que Macron, il personnalise tellement tous les débats qu'on a l'impression qu'on peut vivre en commentant chacun de ses gestes. Enfin, le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'imposer son agenda. Le but, c'est de structurer le débat autour de ces thèmes. Et c'est ce qu'on n'arrive plus à faire. En fait, on a perdu, je sais pas, le sens même du combat culturel. C'est-à-dire que avant de suivre Twitter et ce que Darmanin tweet, ce qu'il faut, c'est savoir qu'est-ce qu'on a envie en fait d'imposer comme débat. C'est quoi nos priorités? Par exemple, on peut trouver des thèmes qui n'existaient pas dans le débat. On va en parler tout à l'heure. Comme la défense d'un peuple mis dans des camps de concentration en Chine, et du coup ce que ça implique sur la globalisation, le fait que quand on va faire ses courses, eh bien, on se rend complice d'un crime contre l'humanité. Ça, c'est un thème qui ensuite conduit au devoir de vigilance, à une remise en cause du libre-échange généralisé, un thème qui va diviser la droite, en réalité, et qui peut nous rassembler autour d'une vision du monde commune. Et ça, c'est faire de la politique pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, la politique, c'est pas du commentaire, sinon pour être éditorialiste. Les éditorialistes, ils peuvent suivre les agendas fixés par le gouvernement. Mais si on est dans un mouvement politique, en fait, c'est parce qu'on croit dans des causes et qu'on veut les imposer. On n'est pas dans une réponse permanente sur des réunions non mixtes dont, franchement, strictement personne n'a quelque chose à foutre en France. Comment vous qualifiez en un mot l'atmosphère politique à un an de la présidentielle? Elle est chaotique parce qu'en fait, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Moi, je ne pense pas que ce soit fermé. C'est-à-dire que c'est peut-être mon côté un peu bêtement optimiste, mais je ne pense pas que ce soit fermé. Je pense que les gens, il y a une telle frustration qu'il y a une forme de désespoir et qu'ils ne croient pas qu'une alternative puisse émerger. Mais si on montre qu'une alternative peut émerger, je pense que ça peut créer une dynamique et ça peut démentir tous les pronostics à un an d'une élection où finalement, on sent bien en plus que et le vote Macron et le vote Le Pen, c'est des votes qui ne sont pas fondés sur un enthousiasme dans la société. C'est des votes de frustration, c'est des votes pour le cercle de la raison, de se dire oui, bon, ok, Macron, c'est le seul rempart, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et du côté de Le Pen, c'est le vote d'une frustration sociale, mais immense, face à une politique qui, depuis 40 ans, échoue. Vous m'offrez une parfaite transition pour annoncer que demain, on consacre notre première émission politique à un an de la présidentielle. Nous aussi, on est des grands optimistes, puisqu'on l'a intitulé à un an de la présidentielle. Tout est possible, même le meilleur. Célia, il y a bientôt 6 mois, le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty était égorgé par un terroriste islamiste. Ce soir, Mediapart publie plusieurs enquêtes sur les excès de la réaction policière post-attentat, notamment à l'encontre des mineurs. Oui, Valentine, alors on se rappelle, après l'assassinat de Samuel Paty, le gouvernement a voulu marquer le coup. L'objectif numéro 1, c'était évidemment d'arrêter de potentiels complices du terroriste. Mais Gérald Darmanin voulait aller plus loin. Des opérations de police ont lieu et auront lieu dans les heures, dans les jours qui viennent. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais elles sont très nombreuses. Elles concernent des dizaines d'individus, pas en lien forcément avec l'enquête, mais dont nous avons manifestement envie de passer un message. Pas une minute de répit pour les ennemis de la République. 1 mois après cette intervention, le ministère de l'Intérieur publie ses chiffres. 235 visites domiciliaires réalisées, c'est-à-dire des perquisitions au domicile, 270 enquêtes ouvertes pour menaces et apologie et 210 placements en garde à vue. L'Éducation nationale reporte, elle, près de 800 incidents lors des hommages à Samuel Paty, dont 136 ont été signalés auprès des procureurs de la République. On a rencontré un jeune garçon dont le comportement a été signalé auprès du procureur de la République de Marseille. Il s'appelle Yanis, il a 11 ans, il est au collège en classe de 6e. Fin janvier, il a écopé d'un rappel à la loi pour apologie publique d'un acte de terrorisme. Pendant la cérémonie, je l'ai pas trop respecté. Qu'est-ce que tu as dit exactement? Ça veut dire quoi, tu l'as pas trop respecté? J'ai dit un peu bien fait et tout, mais que ça se faisait pas pour sa famille.
Mais j'avoue que ça méritait pas de dire bien fait, mais... Est-ce que tu te rappelles des mots que tu as utilisés? De quoi tu te rappelles? Quel mot tu as utilisé exactement? C'était chier. Ça voulait dire? Ça veut dire bien fait, du coup. Qu'est-ce qui t'avait poussé à dire ça? Pourquoi tu étais en colère? C'était contre les caricatures. Les dessins, ça m'a choqué, j'en avais marre des dessins. Est-ce que tu comprends qu'on ait trouvé ça grave? Oui. Oui, je sais, ça se fait totalement pas. Ça mérite pas ça mérite pas la mort. Rien ne mérite la mort. Tu t'en veux d'avoir dit ça? Tu regrettes? Beaucoup, oui. Beaucoup, beaucoup. Un camarade l'entend et rapporte ses propos à l'équipe enseignante qui, elle, contacte les autorités. Une semaine après, j'ai été convoquée au commissariat et je suis restée pendant 6h30. Là-bas, ils m'ont questionné, ils ont questionné mes parents. Qu'est-ce qu'ils t'ont posé comme question? Pourquoi j'avais dit ça, comment ça s'était déroulé, est-ce que je regrette et tout. T'as vécu une période difficile après ça? Oui, je pensais qu'à ça et voilà. Ça impactait beaucoup ma vie. Et j'étais hyper choquée. Pendant à peu près 1 mois, je pensais qu'à ça. Aujourd'hui, ça va mieux? Un peu mieux, j'ai un peu oublié entre-temps, mais je m'en souviens autant. En fait, ça restera toute ma vie. Pour Tariq, le père de Yanis, tout est allé trop loin, trop vite. Il devrait en premier nous passer par nous. Hein. On arrangera les choses. C'est un petit de 11 ans, il ne sait rien du tout, quoi, c'est. Vous connaissiez le principal, vous auriez préféré qu'il vous tienne au courant? Ah oui, qu'il me tienne au courant, on trouvera une solution, on peut régler ça à l'amiable. Lui et sa femme ont aussi été interrogés par la police. Quel type de questions vous a posé lorsque vous avez été interrogé par la police? Déjà, si je laisse à mon épouse sortir toute seule, si elle utilise sa carte bleue, si elle fait le marché tout seul, si elle fréquente des copines, des copains, on n'est pas des salapistes, on n'est pas on n'a pas des épouses qui prennent et qui mettent des niqabs. Depuis que je suis ici à Marseille, depuis 90, j'en ai d'autres enfants. J'ai jamais eu de problème, j'ai jamais été traîné au commissariat. C'est la première fois et ça tombe sur mon fils 11 ans. Après l'interrogatoire, la police a perquisitionné leur appartement. Au moment de la perquisition, j'ai été moi et mon épouse en voiture avec 2 brigadiers. On est arrivé à la maison et tout, tremblé. Pourtant, j'avais rien du tout. J'ai un cœur blanc et ma maison, c'est nickel, quoi. C'est même pas des cadres de courant, ni rien du tout. Quand ils sont rentrés, j'ai dit, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir, vous pouvez regarder de partout, comme vous voulez, faites comme chez vous. Vous n'avez rien à cacher? Rien du tout. Aujourd'hui, il s'inquiète pour la scolarité de son fils. Depuis que ça s'est passé des faits, il est perturbé. Il a du mal à suivre ses études, quoi, ses cours, machin et tout. Il a du mal, quoi. Et même il a baissé sur ses notes. Quand Yanis retourne à l'école, le principal lui demande de rédiger une lettre d'excuse. Les propos que j'ai tenus sont totalement déplacés. Je ne me suis pas rendu compte de l'ampleur ni de l'horreur des phrases que j'ai dites. J'avoue que les caricatures m'ont blessée, mais je comprends que Samuel Paty n'y est pour rien. Alors il ne mérite pas ce qui lui est arrivé. Personne ne mérite cela. J'aimerais que cette erreur de ma part soit oubliée, car les répercussions que cela a eues me pèsent sur le mental aussi. J'aimerais m'excuser, monsieur le principal. C'est quoi les répercussions dont tu parles dans cette lettre? Que ça va m'impacter toute ma vie, que je vais m'en souvenir tout le temps. Et que, en fait, pour moi, c'est un peu la honte d'avoir fait ça, d'être parti au commissariat. Tu regrettes d'avoir dit ça? Oui, beaucoup. Yanis a été convoqué au tribunal le 27 janvier et a écopé d'un rappel à la loi, une sanction qui n'apparaîtra pas dans son casier judiciaire mais qui sera répertoriée au TAJ, un fichier que peuvent consulter la police et les magistrats. Pour son avocat, maître Aïdoudi, la sanction du parquet est politique. Il s'agit d'une phrase formulée dans la barbe de Yanis, qui d'ailleurs n'en a pas vu son jeune âge. Il n'y a absolument pas d'apologie du terrorisme. Le parquet de Marseille a cédé à la pression des autorités politiques, à la pression de l'opinion publique, au détriment des droits d'un enfant de 10 ans. Il dénonce des méthodes excessives de la part des policiers.
Il a subi la pression de l'officier de police judiciaire qui lui a indiqué qu'il risquait de finir dans un centre éducatif fermé, alors que ce n'était pas le cas. Mais manifestement, c'est un enfant qui a subi des pressions. C'est un enfant de 10 ans qui a subi des pressions policières. Et ça aussi, c'est profondément inacceptable. La perquisition qu'ils ont subie est totalement injustifiée dans ce type de situation, en l'état de propos tenus rapidement par un enfant de 10 ans dans une salle de classe. Pour lui, le rappel à la loi n'est pas la bonne réponse aux propos de Yanis. On est sur un principe de répression, alors qu'on aurait dû être sur un principe d'éducation. C'est une réflexion qui aurait dû conduire à une discussion, un échange avec l'enfant en milieu scolaire ou familial, mais ça ne se règle pas dans le cadre d'un commissariat de police, avec des officiers de police judiciaire, et encore moins avec une présentation devant un tribunal. C'est absolument inacceptable. Raphaël Glucksmann, personne ici à Mediapart ne remet en cause la lutte contre le terrorisme, mais est-ce qu'on a raté quelque chose ? Est-ce que la réponse apportée à ces gamins est la bonne ? Enfin, cette réponse-là, c'est évidemment pas la bonne, c'est évidemment complètement disproportionné à ce qui lui est arrivé. Après, moi, je ne suis pas du tout contre qu'il y ait des sanctions, mais dans le cadre scolaire, des sanctions pour des jeunes qui refusent de participer à une minute de science pour un professeur qui se fait décapiter ou qui dit chais, ça me semble tout à fait justifié. Et ensuite, doit avoir le principe d'éducation. Moi, je ne suis pas opposé aux sanctions. Là c'est juste que c'est complètement délirant, en fait, les proportions que ça prend. Et on voit bien qu'il y a un message politique qui veut être envoyé à travers la justice. Après, moi, je pense qu'on n'a pas simplement raté dans notre réponse antiterroriste. On a raté sur 40 années où on a laissé complètement à l'abandon des quartiers où on germait des idéologies ultra dangereuses. Et donc, bien sûr qu'il faut assumer un combat idéologique, mais il faut aussi assumer un combat qui vise à briser les murs des ghettos et à faire comprendre à l'ensemble des Françaises et des Français qui font partie de la République. Et ça, c'est un combat qui est pas simplement la responsabilité de Macron. Enfin, il faut arrêter. La gauche a été au pouvoir aussi, et elle a complètement raté aussi. En plus de ton sujet, Célia, je précise qu'à lire ce soir dans Mediapart les autres histoires de ces gamins pris dans les filets de l'antiterrorisme. Alors sans transition, on va parler de deux sujets sur lesquels vous êtes investis, les Ouïghours et le génocide des Tutsis au Rwanda. Bref, on va parler de la politique internationale et de ce qui est souvent son corollaire, la réelle politique. Le Rwanda d'abord. Il y a quelques jours, un rapport a admis les responsabilités lourdes et accablantes de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Ce rapport, c'est celui de la commission présidée par l'historien Vincent Duclerc, missionné par Emmanuel Macron. La commission a travaillé pendant 2 ans et donc 25 ans après un génocide qui a fait presque 1 million de morts en 3 mois en 1994 au Rwanda. Ses conclusions sur la responsabilité de la France sont une première. Est-ce que c'est suffisant ? C'est pas suffisant, mais c'est un moment extrêmement important. C'est un moment historique pour tous ceux en fait, qui se sont battus pour que la vérité éclate. C'est une étape très importante. Moi, je pense qu'il y a des limites à ce rapport. Ils n'ont pas eu accès à l'ensemble des archives. Il y a sûrement des conclusions qu'on peut débattre. Enfin, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on voit à travers ce rapport, c'est une photographie très claire et qui invalide complètement les mensonges d'État qui domine depuis 1994. Et cette photographie, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que notre nation, la France, via ses dirigeants d'alors, et en particulier son président de la République, François Mitterrand, notre nation a soutenu, porté à bout de bras, soutenu militairement, financièrement, politiquement, un régime raciste qui a commis un génocide et qui a entraîné la mort d'1 million d'êtres humains en 3 mois. Et j'aimerais en fait insister sur cette notion de génocide parce que c'est pas quand on dit notre pays est lié à un génocide, on a l'impression oui notre pays a encore fait quelque chose de mal, c'est une faute de plus, tout ça. Non, là on parle de quelque chose d'extrêmement spécifique. C'est pas notre pays a participé à la répression de tel ou tel mouvement démocratique ou notre pays a eu une attitude néocoloniale pillant les ressources naturelles de tel ou tel État. Là on parle de quelque chose de différent en nature. C'est pas la France-Afrique habituelle, c'est pas le néocolonialisme habituel, c'est la politique décidée par le sommet de l'État français qui a permis une extermination en Afrique, au Rwanda, mais qui n'a pas eu lieu 50 fois, qui a eu lieu peut-être 3 ou 4 fois dans l'histoire humaine. Donc là, on touche à quelque chose de fondamental, et normalement, quand vous apprenez que votre pays
est co-responsable d'une histoire telle que celle-ci, est impliqué dans un génocide, eh bien, ça devrait être un scandale. Ça devrait être l'émoi collectif. Ça devrait être le cœur du débat aujourd'hui en France. Et malheureusement, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas du tout. Comment vous expliquez ça ? Je cite les réactions. Donc, il y a bien sûr eu la réaction de l'Élysée. Nous espérons que ce rapport pourra mener à d'autres développements dans notre relation avec le Rwanda, qui était fort abîmé. Le communiqué indique que la France poursuivra ses efforts en matière de lutte contre l'impunité des personnes responsables de crimes de génocide. Mais est-ce que ça ne revient pas à examiner les complicités au plus haut niveau de l'État français ? Le rapport l'a exclu, la complicité de la France. Ce qui a d'ailleurs fait bondir certaines ONG, bien sûr, mais comme Survie par exemple. Le rapport conclut qu'en fait on ne peut pas prouver qu'il y ait eu une intention du côté français de soutenir un génocide ou évidemment d'en commettre un. Moi je ne pense pas qu'on puisse à partir des archives déceler cette intention, donc je ne vais pas critiquer le rapport là-dessus. Mais d'un point de vue juridique par contre, et d'un point de vue politique, tout ce qui est dit dans le rapport, ça prouve une responsabilité, peut-être pas une complicité de génocide, mais une responsabilité dans le génocide. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et face à ça, on peut reconnaître que le président de la République a au moins permis l'ouverture des archives, que ce n'est pas le cas à l'Assemblée nationale et que ce n'est pas le cas non plus des archives François Mitterrand pour l'instant, qu'il faut que le président oblige les légataires de François Mitterrand à ouvrir leurs archives. À la Fondation François Mitterrand, qui est présidée par ou en tout cas... j'ai zappé là. Non, mais enfin Hubert Védrine. Ah bon, c'est Hubert Védrine qui est... Hubert Védrine est à la Fondation François Mitterrand. Je ne sais pas s'il en est président, mais en tout cas, c'est sûr que c'est le gardien de la mémoire. Parce que mais de mémoire, il me semble qu'il est président, mais en tout cas, il est à cette... Je vérifierai, mais il est à cette Fondation François Mitterrand. Hubert Védrine est très satisfait par ce rapport. Il dit qu'il est honnête et qu'au moins, il écarte la complicité. Écoutez, ce qui est quelque chose qui prend pour acquis. C'est formidable parce que Hubert Védrine a passé... des années à expliquer que je participais à un complot international contre la France, précisément parce que je posais exactement les faits qui sont dans ce rapport. Donc au moins, ça permet à Hubert Védrine de dire que oui, c'est tout à fait honnête de dire que sous son égide, donc puisqu'il était secrétaire général de l'Élysée, sous son égide, la France a soutenu militairement, financièrement, politiquement, un régime raciste qui commettait des massacres, alors même que nos militaires, nos espions, nos ambassades nous expliquaient qu'il y avait un risque génocidaire. Donc si la Mitterrandie commence à reconnaître que oui, ça c'est vrai, alors il faut vraiment qu'ils se posent des questions sur leur rôle dans l'histoire. Parce que ce qui est dans ce rapport, et à mon avis c'est pas tout, mais ce qui est déjà dans ce rapport, c'est profondément accablant. Et moi ce qui m'accable, si vous voulez, c'est que face à cela, il n'y a aucune réaction de la gauche. Il n'y a aucun parti de gauche, aucune personnalité qui trouve la moindre chose à dire sur le fait que notre nation est liée à un génocide. Et moi, ça me tue, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, il y a encore la statue de François Mitterrand qui nous impressionne et nous empêche de parler, ou alors ça veut dire qu'on juge que finalement, c'est pas très important et qu'il y a beaucoup plus important, type les réunions non mixtes. Si vous allez à l'appel de la gauche lancé par Yannick Jadot, vous pourrez leur parler du Rwanda. Mais bien sûr, moi je ne vais pas dire que ça va être le cœur du programme présidentiel pour 2022, mais par contre, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faudrait rétablir un tout petit peu le sens des priorités. Et je crois, moi, qu'on souffre d'un buzz permanent sur des sujets qui ne sont pas très importants, et quand tout d'un coup, il y a un sujet qui devrait entraîner une vraie réflexion, mais ce n'est pas de la politique étrangère, une vraie réflexion aussi sur nos institutions, sur le fait qu'un président de la République ait pu décider contre les services de l'État, en squeezant ses ministres, ait pu décider seul d'envoyer des soldats combattre, de soutenir un régime raciste, d'envoyer des armes, de ça, sans jamais rendre de compte à personne, avec son chef d'état-major particulier et son secrétaire général, ça pose quand même un tout petit peu la question des institutions de la Ve République et de la pratique du pouvoir qu'ont adopté nos présidents. Et d'autre part... Et donc des poursuites. Bien sûr, mais ça pose la question des poursuites, mais surtout ça pose la question du changement de système. Et ça pose aussi la question, quand on est de gauche, de se dire, si on est honnête et qu'on regarde l'histoire telle qu'elle se produit, qu'en fait, un président de gauche a mené cette politique jusqu'au bout et que finalement, s'il n'y a pas d'intervention pour sauver le régime rwandais génocidaire en plein milieu du génocide, c'est parce qu'on est en cohabitation et que des ministres de droite refusent ça
en ayant, notamment dans les discussions, soulève la question de est-ce que ça ne serait pas perçu comme néocolonial ? Alors, quand même, nous, on a l'habitude à gauche de dire on a raison, on est quasi des curés qui distribuent des bons points à tout le monde. Enfin, là, on s'est retrouvé dans une situation où un président icône de la gauche veut mener une opération néocoloniale pour restaurer le pouvoir des génocidaires et qu'il est bloqué par des ministres de droite qui lui disent est-ce que, honnêtement, ça ne serait pas néocolonialiste de faire ça ? Donc il y a un moment où on a le droit aussi de se questionner sur sa propre histoire, on a le droit de se questionner sur les institutions dans lesquelles on vit, et on peut mettre en pause les buzz de Darmanin pour nous-mêmes se poser des questions extrêmement douloureuses. Est-ce qu'il faut donc utiliser ce rapport pour engager des poursuites et des suites judiciaires ? La justice a l'opportunité des poursuites en France. Ouais, je sais pas, moi, s'il faut des poursuites. Moi, je voudrais qu'on établisse la vérité historique, déjà. Donc là, c'est un premier pas, c'est très important. Je voudrais que le président de la République, se fondant sur ce rapport, fasse un discours où il explique, comme Jacques Chirac l'a fait, par exemple, sur Vichy, où il explique ce que la France a fait et qu'il y ait une véritable demande de justice émanant de la présidence de la République, et qu'ensuite on réfléchisse réellement aux conclusions qu'on doit en tirer politiquement. Les conclusions qu'on doit en tirer politiquement, c'est notamment le fait qu'on vit dans une République qui n'a pas vraiment de garde-fou quand une telle politique est décidée au sommet de l'État, et que cette monarchie présidentielle est une catastrophe. Et enfin, j'aimerais aussi qu'on en tire des leçons politiques à gauche, où on arrête même constamment, parce que c'est le président qui nous a fait gagner en 1981, de célébrer Mitterrand comme une icône absolue, quoi. Et je crois qu'il y a une visite prévue à Kigali d'Emmanuel Macron au mois de mai. Peut-être l'occasion de ce discours que vous souhaitez. Bien sûr, et ce serait important. Et là, il faudra faire une pause, s'il le fait. Il faudra faire une pause dans le débat politicien traditionnel où on se mue en commentateur critique permanent de l'action du président de la République. Et saluer une avancée, quoi, parce que s'il le fait, voilà, sur la guerre d'Algérie, honnêtement, sur la politique mémorielle, il fait plus que ce qu'a fait la gauche. Il a eu des mots assez justes sur la guerre d'Algérie. Il a laissé les archives ouvertes aux historiens. Et voilà, ça, la gauche, quand elle était au pouvoir, elle n'a pas fait. Passons aux Ouïghours, ce mauvais feuilleton sans fin. Dernier épisode en date, la semaine dernière, l'Union européenne a pris des sanctions contre 4 hauts responsables chinois. Est-ce que c'est suffisant ? Donc c'est l'interdiction de visa et le gel d'avoirs. C'est évidemment pas suffisant, mais c'est pareil que le rapport. Ça fait 2 ans qu'on lutte pour ça. Donc c'est un premier pas. C'est la première fois, en gros, que l'Union européenne prend la moindre mesure pour mettre fin ou faire pression sur Pékin afin de mettre fin au fait qu'un peuple entier soit parqué dans des camps de concentration. Donc c'est un bon premier pas. Simplement, ce n'est pas du tout suffisant. Moi, ce que je pense être absolument nécessaire, et j'ai vu le ministre des Affaires étrangères en demandant de le faire, on va voir s'ils le font, mais ce qui est certain, c'est que ce qui pourrait faire réfléchir Pékin, c'est des sanctions commerciales. C'est l'idée simple qu'on bannisse du marché européen les produits de l'esclavage des Ouïghours. Si on fait ça, si on touche le portefeuille, alors il y aura un calcul à Pékin qui s'installe. Parce que et alors, est-ce que vous avez rencontré le ministre Jean-Yves Le Drian ? On pousse pour ça. La réaction à Paris et à Bruxelles, généralement, c'est de dire « Oui, mais vous avez voté pour le devoir de vigilance des entreprises », ce qui est, à mon avis, une grande révolution possible à l'échelle européenne. Et j'étais rapporteur pour la Commission des droits humains sur la question, donc je suis au courant. Ça suffit. Je dis oui, mais ça prend 2 ans à être mis en place. Si on veut envoyer un message politique maintenant pour sortir les gens des camps et les faire fermer, il faut prendre des sanctions commerciales. Et c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué en Europe, parce que, même chose que sur les vaccins, on a une tradition qui est la domination en fait, des intérêts particuliers sur l'intérêt général. Quand vous prenez par exemple la politique américaine, elle est ultra-capitaliste, libérale, mais quand l'État américain décide qu'en gros, il y a un intérêt collectif américain, eh bien, il est capable de l'imposer à des entreprises comme Amazon ou comme Nike. En Europe,
eh bien, on est incapable de le faire. On est incapable de formuler un intérêt général de manière suffisamment claire pour qu'ensuite on l'impose aux intérêts particuliers. Résultat, ceux qui dictent l'agenda de la politique européenne et qui empêchent ce type de mesures, eh bien, c'est Volkswagen, Siemens, Sanofi, enfin les grands groupes européens qui décident en fait. Parce que en effet, le Quai d'Orsay ne va pas très loin. C'est-à-dire que quand l'ambassadeur de Chine, Lu Shai, tweet à propos d'un chercheur français que c'est une petite frappe. C'est pas un tweetos lambda qui fait ce tweet, c'est l'ambassadeur de Chine en France. Et que aussi, il est décidé que vous et d'autres êtes désormais interdits de séjour en Chine continentale, Hong Kong, Macao. Le Quai d'Orsay le reçoit, enfin le convoque plutôt, Lu Shai, en disant « Ouh là là, tout ça c'est inacceptable ». Et puis c'est tout. Est-ce que sur la question des Ouïghours, la France est à la hauteur de l'enjeu ? Pas du tout. Pas du tout. La France n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Enfin, je veux dire, on a déjà dû lutter pendant des mois et des mois pour que Le Drian et Macron prononcent le mot ouïghour et parlent des camps. Ensuite... Ça a été une lutte en coulisses. Non, pas en coulisses. Non, pas en coulisses. Justement. Non, mais il n'y a pas eu en coulisses. Effectivement, vous avez fait une énorme pression publique avec des actions. Mais est-ce qu'il y a aussi eu besoin en coulisses de batailler et de dire non, mais là. J'ai pas ultra accès aux coulisses de l'Élysée, donc j'ai pas eu l'occasion de le faire. Vous pouvez peut-être échanger des messages. Non, j'ai pas son téléphone portable, mais ou Le Drian, son cabinet. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ça marche sur deux jambes ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à mobiliser des centaines de milliers de jeunes Français qui ont imposé le débat déjà qui ont imposé la cause des Ouïghours dans le débat public, parce que c'était complètement absent. Et ensuite, une fois que c'était dans le débat public, ça a finalement obligé, à force d'interpellation, nos dirigeants à en parler. Et c'est comme ça qu'on a réussi à obtenir des mots. Mais ensuite, ce qu'il faut, c'est des actes. À partir du moment où on reconnaît qu'il y a un peuple qui est déporté, qui est parqué dans des camps de concentration, réduit en esclavage, qu'il y a des campagnes massives de stérilisation des femmes, ce qu'il faut, c'est agir pour faire pression sur le régime qui les fout dans des camps de concentration. Et donc, les pressions, eh bien, elles commencent tout juste, mais la véritable pression, elle sera commerciale. Parce qu'il faut en fait comprendre une seule chose, très basique, quand on n'arrête pas de dire on est dépendant de la Chine, on est dépendant de la Chine, c'est totalement vrai. D'ailleurs, il va falloir qu'on relocalise la production et qu'on arrête de dépendre complètement de la Chine surtout. Mais eux aussi, les dirigeants chinois, sont dépendants de nous. Et on est le premier marché du monde. Et si on impose des mesures restrictives à l'entrée sur notre marché, eh bien, ça aura un impact extrêmement fort en Chine. Et ça les obligera finalement à réfléchir. Parce qu'en réalité, le gouvernement chinois, personne ne veut lui faire la guerre. Mais entre ne rien faire et faire la guerre, il y a un espace qui s'appelle la politique. Et les dirigeants chinois ne sont pas des djihadistes qui veulent aller au paradis en se faisant sauter dans un restaurant. Ils veulent être dans un calcul coût-bénéfice. Et donc, jusqu'ici, eh bien, ils pensent que embarquer un peuple dans des camps n'a aucun coût. Et donc, il faut imposer un coût. Et ce coût, il ne peut qu'être commercial. Alors oui, il y aura des obstacles, il y a des lobbies qui vont être contre, il y a des lobbies qui sont ultra contre toute mesure contre le gouvernement chinois, parce qu'il y a des entreprises en Europe immenses qui ont fait le pari de la Chine et qui sont devenues dépendantes du gouvernement chinois en amont, dans la production, et en aval, pour accéder au marché chinois. Prenez Volkswagen, c'est une entreprise qui a le nom allemand, mais qui en réalité est devenue une entreprise chinoise. Ils produisent en Chine et 40% de leurs voitures sont vendues en Chine. Donc en réalité, ils sont totalement dépendants des intérêts du gouvernement chinois. Et quand on est au Parlement européen, moi je ne vois jamais de lobbyistes du gouvernement chinois. Il n'y a pas des pressions qui viennent du gouvernement chinois, enfin, il y a des sanctions officielles. Il n'y a pas besoin. Mais non, parce qu'en fait, c'est nos grandes entreprises qui viennent faire du lobbying au Parlement européen pour les intérêts du gouvernement chinois. Et nous, les gens qu'on rencontre, eh ben, c'est des lobbyistes de Volkswagen, c'est pas des lobbyistes du gouvernement chinois. Et ça nous interroge en fait sur ce qu'est devenu la globalisation, sur ce qu'elle est, et sur la manière dont finalement, ces 40 années d'ouverture totale au libre-échange et de délocalisation permanente dans la recherche du coût de production le plus bas, nous ont liés, pieds et poings liés, à un gouvernement tyrannique, et jusqu'à nous empêcher en fait de prendre des mesures pour faire fermer des camps de concentration. Merci Raphaël Glucksmann d'être passé par À l'air libre. Vous restez avec nous tout de suite le 24 heures.
Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, petit récap. D'abord, cette note confidentielle que nous révèle Cécile Hautefeuille, c'est une analyse de l'UNEDIC qui mesure l'impact de la réforme de l'assurance chômage telle que présentée dans le projet de décret. La réforme devrait diminuer l'allocation de 1 million d'allocataires, conclut l'UNEDIC. Le ministère du Travail conteste cette étude. Mediapart la publie dans son intégralité. De son côté, Ilyes Ramdani a rencontré des élus de droite qui, à rebours du discours ambiant défendent une vision apaisée de la laïcité. Un maire regrette l'hystérie collective. Un autre estime que le séparatisme, ce n'est pas un sujet prédominant. Enfin, Lucie Delaporte analyse l'impossible équation économique du Rassemblement national. Le parti de Marine Le Pen, qui a définitivement abandonné la sortie de l'euro, doit intégralement revoir son programme économique de 2017. Considérant avoir fait le plein parmi l'électorat populaire, il souhaite désormais séduire à droite, un pari risqué. À l'air libre, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain, même heure, même endroit et en direct avec notre première soirée politique. Reportage et invité à 1 an de la présidentielle. Tout est possible, même le meilleur. Bonne soirée à tous, salut.